J'espère que tout roule pour vous, que la forme soit au rendez-vous, pendant que la planète file à toute allure vers le futur entre cerveaux artificiels voitures, sans conducteur internet ultra lumineux et fusées touristiques, l'Algérie, elle fait demi-tour et se gare dans les années sombres. Oui, vous avez bien entendu, en 2025, notre cher pays remet sur la table un vieux serpent de mer poussiéreux, à souhait la peine de mort. Et attention, ce n'est pas le fruit d'un grand débat de société ou d'un échange démocratique houleux entre opposants et partisans. Non. Parlons franchement, ce n'est même pas un débat. Il faudrait qu'il y ait contradiction pour cela. Là, ce qui semble poindre à l'horizon, c'est une décision déjà pliée et le lanceur d'alerte, pas un ministre, pas un président, pas un penseur. C'est un juge. Un juge, oui, qui annonce en toute tranquillité que la guillotine façon de parler pourrait bientôt faire son grand retour. Ce n'est ni la voix officielle du président, ni celle d'un ministre en costard-cravate. Ce n'est pas non plus un ponte de la Cour constitutionnelle, ni un membre du gouvernement en mission. Non, rien de tout ça. Le scoop nous vient d'un juge régional, M. Moustapha Smati, fraîchement installé à la tête de la Cour de justice de Béjaïa. Lors d'une prise de parole publique, très publique, même puisqu'elle a fait le tour du web en moins de 24 heures, le monsieur a lancé une bombe, le retour de la peine capitale est dans les tuyaux. Depuis, les commentaires pleuvent et les sourcils se lèvent. D'après ce magistrat qui s'exprime comme s'il tenait un communiqué présidentiel, la peine de mort ferait bientôt son grand comeback ciblant les criminels jugés absolument monstrueux enlèvements d'enfants drogue dans les écoles et autres horreurs du genre. Cerise sur le cercueil, il affirme que le président lui-même aurait pris cet engagement rien de moins lors du lancement solennel de l'année judiciaire le 12 octobre 2025. Voilà où on en est. Le président de la Cour de justice de Béjaïa s'improvise désormais porte-voix officiel de la République. Il parle comme s'il avait été mandaté par Dieu le président et tout l'appareil d'État. Et ce n'est pas un vieux scoop, sa déclaration remonte à la veille, lundi 20 octobre. Nous sommes en plein octobre 2025 et selon ses dires, c'est acté, l'Algérie s'apprête à ressusciter la peine de mort. Mais avant de décortiquer le fond de l'affaire, penchons-nous 2 secondes sur la forme. Et là, c'est un désastre en haute définition. Ce simple fait illustre à quel point notre pays est embourbé dans un archaïsme politique désespérant. Nos institutions ont des airs de coquilles vides et le haut sommet de l'État ressemble plus à un théâtre d'ombre qu'à une structure stable. Il n'y a plus de garde-fou. C'est la dégringolade totale des repères et des valeurs. C'est bien beau d'avoir une robe de magistrat, mais ça ne donne pas le droit de s'improviser ministre. Car soyons clairs, celui qui, dans une république qui fonctionne, a la légitimité d'annoncer ce genre de décision ultra sensible, ce n'est pas un juge de province, c'est le ministre de la Justice. Le seul, l'unique qu'on appelle aussi le garde des Sceaux, c'est lui qui pilote le navire judiciaire, c'est à lui que revient la parole officielle. Et M. Moustapha Smati, parlons-en. Nommé à Béjaïa il y a à peine quelques mois, en juillet 2025, il débarque tout droit de la Cour de justice de Gardaïa, son périmètre une seule wilaya, son mandat gérer les affaires locales, rien de plus. Alors dites-moi qui lui a glissé à l'oreille qu'il pouvait s'exprimer au nom du système judiciaire national, qui lui a filé un micro et un drapeau, et surtout qui lui a laissé croire qu'il pouvait s'adresser à tout le pays comme s'il parlait depuis le palais présidentiel. Il n'est ni ministre, ni secrétaire général, ni directeur d'un quelconque cabinet, ni même un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Ce n'est pas non plus le président de la Cour suprême, cette institution nationale qui elle pourrait avoir son mot à dire. Et il ne siège pas à la Cour constitutionnelle. Bref, ce monsieur n'est rien de tout ça. Il ne coche aucune case de la légitimité. 0 mandat pour s'exprimer au nom de l'État. Nada. Dans un pays où les règles ne sont pas juste décoratives, un tel dérapage lui aurait valu au minimum un rappel à l'ordre au maximum, une sanction exemplaire. Car il faut le dire, cet homme ne bosse ni à la présidence, ni dans les couloirs du pouvoir central. Il n'est pas conseiller du chef de l'État, encore moins son porte-parole. Alors qui lui a donné le feu vert ? Qui lui a soufflé qu'il pouvait annoncer en mode solo le retour de la peine capitale comme s'il lisait un décret officiel ? On parle ici d'une des décisions les plus lourdes qu'un État puisse prendre. Une sentence qui touche à la vie, à l'irréversible.
Et pourtant, aucun mot d'un ministre, aucun mot du Premier ministre, pas un mot du président, encore moins de la Cour suprême ou d'une autorité nationale compétente. Silence radio total, sauf du côté de Béjaïa. Et voilà qu'un président de cour régionale tranquille dans son coin monte sur scène et s'adresse à tout un pays comme s'il parlait, depuis le balcon du palais présidentiel. « Préparez-vous, citoyens, la peine de mort revient. » Rien que ça. Mais ce n'est pas une déclaration, c'est un symptôme. Le signe éclatant qu'on ne parle plus d'un État qui gouverne, mais d'un État qui dérive. Quand le chaos institutionnel devient la norme, quand la parole officielle est capturée par des acteurs qui n'en ont ni la fonction, ni le droit, ni le mandat, alors tout perd son sens. À quoi bon avoir un ministre de la Justice si un juge local peut annoncer une réforme capitale? À quoi bon un président de la République si n'importe qui peut parler à sa place? Même la Cour suprême semble reléguée au rang de figurant. On assiste à l'effondrement silencieux de la hiérarchie étatique. Une vraie scène de théâtre, sauf qu'ici les acteurs improvisent et le décor s'effrite. Bienvenue dans un État qui a oublié ce que le mot « institution » voulait dire. On n'est plus simplement dans le registre du retard ou du conservatisme. Non, là on a basculé dans un autre niveau, le crash institutionnel imminent. Bientôt, pourquoi pas, ce sera au tour du maire de Djelfa ou de celui d'Annaba de monter sur scène et de balancer devant les caméras. À partir de demain, on change les lois sur la police, on légalise le port d'armes et on refait la Constitution pendant qu'on y est. Voilà où on en est. Désormais, plus besoin d'avoir un rang, une mission ou même une légitimité quelconque. Il suffit d'avoir un micro, un costume et un peu d'audace pour s'autoproclamer porte-parole de la République. Et peu importe que l'on soit simple élu local ou fonctionnaire de seconde zone, tout le monde semble pouvoir redessiner les lois du pays à sa sauce. C'est là qu'on comprend qu'un État peut être debout sur le papier, mais effondré dans la réalité. Sur le fond, c'est déjà inquiétant. Mais sur la forme, c'est carrément un séisme. Quand un haut magistrat se permet de s'exprimer comme s'il tenait les clés de la République, sans que personne ne le recadre, dans l'instant, ça veut dire une chose, on a franchi la ligne rouge. Ce n'est plus un État, c'est un marché de quartier, un désordre généralisé où chacun improvise son propre rôle. Et si rien ne bouge, si aucune sanction ne tombe, alors demain, n'importe quel directeur d'école, chef de daïra ou même concierge de mairie pourra se lever, claquer des doigts et dire « Moi aussi je parle au nom du président ». Un vrai État repose sur des fondations solides, une hiérarchie des règles des protocoles. Il y a un ordre, une mécanique, une colonne vertébrale. Mais chez nous, on est passé du schéma institutionnel à la foire municipale. Plus personne ne sait qui fait quoi. Le pouvoir circule comme un ballon dans une cour de récré. Quand le juge Adam Mustafa S.M. balance sans ciller que la peine de mort va faire son retour pour certains crimes, il ne fait pas que parler de justice. Il surfe sur une vague bien connue, celle du populisme pur jus. Un discours calibré pour déclencher des applaudissements faciles et flatter les instincts les plus bruts de l'opinion. Mais ne vous y trompez pas, derrière ce genre d'annonce se cachent deux virus qui gangrènent notre système. Le populisme qui consiste à dire ce que les foules veulent entendre, même si c'est juridiquement bancal. Et le zèle maladif, ce réflexe de surenchère pour briller dans les yeux du pouvoir. Deux poisons, deux dérives, et notre juge semble malheureusement atteint des deux. Bienvenue dans l'ère du clic facile et du buzz émotionnel. Le populisme version 2025, c'est simple, tu regardes ce que les réseaux sociaux crient, tu tapes dedans et tu surfes sur la colère collective. À chaque enlèvement d'enfants, chaque meurtre glaçant, chaque fait divers sordide, l'opinion explose sous l'effet de la peur, de la rage, de la panique, amplifiée par les algorithmes. Et c'est là que certains opportunistes politiques voient une aubaine. Ils n'apaisent pas, ils n'analysent pas, ils en rajoutent une couche. Et pour séduire une population chauffée à blanc, ils dégainent la carte magique, celle qui fait toujours réagir. Rassurez-vous, on va ressortir la peine de mort. Car oui, il ne s'agit plus de justice, mais de mise en scène. De flatter l'instinct, pas la raison. Et notre juge, dans ce cas précis, joue ce rôle à la perfection. Deuxième dérapage, et pas des moindres, l'enthousiasme servile poussé à l'extrême.
Dans plusieurs coins du pays, des fonctionnaires trop zélés se lancent dans un concours de flatterie présidentielle à ciel ouvert. Leur tactique, citer le chef de l'État à tout bout de champ, comme si cela ajoutait du poids à leur déclaration. Et voilà qu'on nous sert, c'est le président lui-même qui a promis le retour de la peine de mort pour l'année judiciaire 2025-2026. Selon leur version, ce serait donc grâce à lui, à sa grandeur, à sa sagesse divine, qu'on va enfin pouvoir nettoyer le pays de ses criminels les plus violents. Et comme toujours dans ce genre de discours simpliste, ils enchaînent avec l'argument imparable « Cette décision va faire baisser la criminalité, vous verrez ». On est ici dans le zèle théâtral, celui qui confond justice avec vengeance et efficacité avec effet d'annonce. Ce que cherchait Mustapha S.M., ce n'était pas à faire respecter la loi. Non, lui, il visait le double jackpot. D'un côté, il voulait briller aux yeux du président avec un excès de zèle bien huilé. De l'autre, il voulait surfer sur la colère populaire, faire grimper sa cote de popularité en servant aux foules ce qu'elles veulent entendre. Les criminels seront exécutés. Dormez tranquille. Soyons honnêtes, cet homme a une feuille de route bien claire, gravir les échelons. Béjaïa, c'est trop petit pour ses ambitions. Il voit plus grand. Il veut un poste plus prestigieux, une carrière à la hauteur de son ego. Il a bien saisi la recette du succès version algérienne. Ce n'est pas la compétence ni l'intégrité qui paient, encore moins la vérité ou le mérite. Ici, pour grimper, il faut encenser le président, flatter l'opinion, agiter les peurs et surtout faire du bruit. Plus tu joues la comédie, plus tu t'approches du trône. Bon, mettons de côté l'émotion 2 minutes et utilisons ce que certains refusent d'activer la raison. Quand on regarde froidement les faits, les chiffres, les études sérieuses, publiées un peu partout dans le monde, que ce soit dans les pays qui exécutent ou ceux qui ont aboli la peine capitale, le constat est sans appel. Il n'existe aucune preuve concrète que la peine de mort fasse baisser les crimes violents, les meurtres ou les trafics. Rien, zéro, nada. Pas une statistique fiable qui vienne dire grâce à la peine capitale, on vit mieux, on a moins peur et la criminalité s'effondre. Tout ça relève du fantasme, pas des faits. On confond vengeance avec efficacité, mais les sciences sociales, elles ne se laissent pas manipuler par l'émotion. Passons au cas d'école que tout le monde aime brandir les États-Unis. Oui, cette grande démocratie qui paradoxalement reste l'un des champions mondiaux de l'exécution judiciaire. Un État fédéral à 52 étoiles où chaque État joue sa propre partition juridique. Sur cette carte, le paysage est bien fragmenté. 24 États persistent à exécuter comme le Texas ou la Floride. 23 autres ont rangé la peine de mort au placard à l'image de New York ou du Colorado. Et 3 sont sur pause, la Californie, l'Oregon, la Pennsylvanie, un pied dedans, un pied dehors. Et le plus croustillant, c'est que les chiffres viennent gifler les certitudes. Les taux de criminalité ne sont pas plus bas dans les États qui exécutent. Parfois même, ils sont plus élevés. Autrement dit, tuer n'empêche pas de tuer. La peine de mort ne dissuade pas. Elle soulage l'instinct, pas la société. Spoiler, ce qu'on observe aux États-Unis, ce n'est pas une exception, c'est la norme. Un petit tour du globe suffit pour tirer la même conclusion. Regardez l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord, là où la peine de mort a disparu depuis des décennies. Les chiffres de la criminalité flirtent avec les plus bas du monde. Et de l'autre côté du spectre, dans des pays qui ne lésinent pas sur les exécutions publiques, comme l'Iran ou l'Arabie saoudite, les taux de criminalité restent désespérément élevés. Preuve, s'il en fallait encore une, que la menace d'être exécuté ne freine ni les tueurs, ni les violeurs, ni les trafiquants. C'est d'ailleurs pour ça que les défenseurs des droits humains réclament depuis longtemps son abolition, parce que la justice est faillible même sous les climats les plus développés, et surtout parce que personne, ni un juge, ni un gouvernement, ni un État, ne devrait avoir le pouvoir absolu de retirer une vie. Du point de vue spirituel, retirer la vie à quelqu'un, ce n'est pas un droit. C'est une transgression. Une limite qu'aucun être humain, fût-il juge ou chef d'État, ne devrait franchir. Et même avec la froideur du raisonnement logique, on comprend vite une chose: tuer un criminel n'est pas rendre justice. C'est céder à une pulsion. C'est confondre châtiment et purification. En Algérie, certains magistrats plus avides de notoriété que de vérité nourrissent dans la société un désir de vengeance bien plus qu'un sens de la justice. Et soyons clairs, la colère face à l'horreur est humaine.
Moi-même, père de famille, je ressens cette rage viscérale quand j'entends parler d'un enfant abusé, torturé, assassiné. Mais céder à cette colère, c'est confondre la justice avec le feu d'une revanche. La vraie justice, ce n'est pas de couper des têtes, mais de comprendre d'où vient le mal pour qu'il ne ressurgisse plus. Exécuter un tueur ne fera pas reculer le meurtre. Tuer un pédophile ne fera pas disparaître la pédophilie. La rage soulage l'instant. La justice, elle soigne le futur. On peut en exécuter 5-10 par an. Alignez les pédophiles au peloton d'exécution si ça vous soulage. Mais croyez-vous vraiment que cela éradiquera le mal ? Tuer un symptôme n'a jamais soigné la maladie. Pour combattre la pédophilie, il faut d'abord la comprendre. D'où elle vient ? Qu'est-ce qui pousse un individu à basculer dans l'horreur sans analyse psychologique, sans approche sociologique, sans politique publique sérieuse? On tape dans le vide. Et la peine de mort, soyons clairs, ne règle rien. Elle maquille l'impuissance en solution miracle. Les pays qui réfléchissent, qui avancent, ont déjà fermé ce chapitre depuis longtemps. Ceux qui le rouvrent encore et encore sont restés coincés dans l'âge de pierre émotionnelle. Car oui, la vraie civilisation, c'est quand la raison prend le dessus sur l'instinct. Sinon, que devient la justice? Une loterie sous adrénaline. Imaginez un suspect, aucune preuve, juste des soupçons, on l'exécute dans la foulée, et le lendemain on découvre qu'il était innocent, trop tard. La peine de mort, une fois appliquée, ne laisse aucun droit à l'erreur. Et les erreurs, elles ne préviennent jamais. Oui, ce genre de scénario peut arriver, et il arrive. Mais derrière chaque condamnation, il y a une variable qu'on oublie trop souvent, l'erreur judiciaire. Un mot qui en Algérie ne semble même pas figurer dans le dictionnaire judiciaire. Ici, on ne prend pas le temps. Pas d'enquête approfondie, pas de recoupement sérieux, 2 déclarations floues, 3 captures d'écran, Facebook, une rumeur bien relayée, et bim, 4 ans, 30 ans, 50 ans ou la peine capitale. C'est au tirage. Et pas de numéro gagnant. Et si vous pensez que j'exagère, sachez une chose, je ne parle pas en théorie. Je suis l'un de ceux qu'on a condamnés à mort pour avoir écrit des articles. Pas pour un crime, pas pour un délit, juste pour avoir utilisé un stylo. Alors quand je vous dis que la justice algérienne peut tuer une plume, ce n'est pas une métaphore. C'est du vécu. Dans un pays digne de ce nom, la justice fonctionne en 2 temps d'abord. L'enquête sérieuse, rigoureuse, respectueuse du doute. Ensuite, la sanction équitable fondée sur des preuves décidées après un vrai procès. Mais en Algérie, ce découpage n'existe pas. Chez nous, le jugement vient avant l'enquête, la peine avant les faits, la condamnation avant toute vérité. Parce que malheureusement, nos tribunaux ne sont pas des lieux de justice, mais des théâtres de vengeance. Et cette mentalité punitive ne date pas d'hier, elle était déjà bien enracinée avant 2019. Ce qui a changé depuis, c'est qu'on a institutionnalisé cette brutalité. On a formaté les juges à penser que plus ils envoient de monde en prison, plus ils sont efficaces. On leur a soufflé à l'oreille, sois dur, sois expéditif et tu seras récompensé. Promotion, prime, prestige, voilà la carotte. Et c'est ainsi qu'un système soi-disant judiciaire s'est transformé en machine à punir pour faire briller le pouvoir sous prétexte de sécurité nationale. On nous vend l'idée que pour avoir la paix dans la rue, il faut remplir les prisons jusqu'au plafond. Eh bien non, ce n'est pas en distribuant les peines comme des cartes de loto qu'on bâtit un État sûr. Regardez notre pays, l'Algérie croule sous les détenus. Les établissements pénitentiaires débordent, les cellules sont pleines à craquer. Et pourtant, devinez quoi? La criminalité n'a jamais été aussi déchaînée. Explosion totale. Et quand on parle de délit, c'est du grand n'importe quoi. 15 ans de tôle pour avoir gardé quelques kilos de pommes de terre, 20 ans si vous osez cacher un carton de concentré de tomates, et un joint facile, 10 ans derrière les barreaux. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Plus de 130 000 prisonniers, bientôt 140 000 pour une population qui n'a même pas franchi les 50 millions. Un record régional presque continental. Mais la question centrale reste, est-ce que ça a calmé le jeu? Pas du tout. La délinquance flambe. Le crime se porte bien merci pour lui. Comparé avec d'autres pays suisses, Singapour, Japon, Corée du Sud, eux, ils n'ont ni cette obsession de l'enfermement, ni cette passion du châtiment. Et pourtant, chez eux, c'est calme. Pas de panique sécuritaire, la différence.
Ils pensent avant de punir. Nous, on punit pour ne pas penser. On croit parfois naïvement qu'en durcissant les sanctions, en frappant plus fort, on va faire peur aux criminels. Que nenni! Ce n'est ni la sévérité d'une peine, ni sa violence qui décourage le passage à l'acte, la véritable solution. Elle se joue bien avant la cellule de prison. Elle commence dans la rue, dans les foyers, dans les écoles, dans la dignité de la vie. Une société civilisée, une société digne de ce nom, elle anticipe. Elle évite que le crime naisse. Elle construit les digues avant le déluge. En revanche, une société malade, criblée de pauvreté, rongée par l'injustice, infestée d'exclusion sociale, ne fait que récolter ce qu'elle sème. Et après, elle s'étonne que le crime explose. Désolé de le dire, mais les pays archaïques, fanatiques et régressifs, oui, ceux qui se réfugient dans la peine de mort ou les peines XXL, sont souvent les mêmes qui ferment les yeux sur les vraies causes, misère, désespoir, inégalité, marginalisation. Et dans tout ça que fait Mustapha S.M., il joue au shérif de western, et si ce juge, avec son excès de zèle et ses déclarations tonitruantes, ne se voit pas recadré. Et vite, alors cela dit, tout d'une chose, ce n'est pas seulement l'État qui faiblit, c'est sa colonne vertébrale morale qui s'effondre sous nos yeux. S'effondre sous nos